Josiane. Bonjour. Dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter? On veut tout savoir, hein, le pédigré complet. D'accord. Josiane Surac, voilà, j'habite à Saverdeuil et j'ai 64 ans. Enfin, je vais sur mes 65. Voilà, donc je suis à la retraite depuis 2 ans maintenant. Si on est là aujourd'hui, c'est pour parler d'un exploit particulier que tu as fait. C'est du coup la traversée des États-Unis. Tu pars aux États-Unis et là, tu poses premier jour les pieds sur les États-Unis, sur le sol américain. Et après, comment ça se passe? Je suis accueilli par une famille chinoise et par relation avec un copain de Saverdeuil, Gilles Lazerge. Et parce que lui, il a vécu 9 ans aux États-Unis. Et donc, j'étais accueilli par cette famille très, très sympathiquement. Ça, c'était le premier jour. Ça, c'était le 1er septembre. Je suis arrivé tard le soir par avion. Déjà, ils voulaient me faire visiter Chicago et tout ça. Et mais moi, je pensais déjà qu'à démarrer, quoi. Pour le périple, tu avais un GPS, comment tu fais? Parce que à partir du moment où tu es parti, comment tu te repérais? Non, j'avais même pas le GPS. J'avais un copain qui m'avait prêté un GPS, mais je m'en suis pas servi parce que c'était pas évident. Je savais pas la route que j'allais prendre du tout. Des fois, on peut être sur l'I40, qui est l'autoroute qui dédouble la route 66, et des fois, la route 66 carrément n'existe pas, quoi. Enfin, elle est abandonnée, quoi. Elle est abandonnée, mais on peut courir dessus, on peut y marcher dessus, quoi. Et c'est ce que je faisais. Moi, cette idée, c'était de rester vraiment sur la route originale de la route 66. Puisque au fil des années, puisqu'elle date des années 1920, 1915-20, et au départ, c'était qu'une route, c'était pas une autoroute. Et au fil du temps, elle a été déplacée. Des fois, elle a été déplacée de 2 ou 3 fois, quoi, hein. Comment tu faisais pour t'alimenter, trouver de l'eau, trouver un logement? De par les réseaux, il y avait des sites aussi où on voit, sur Google, hein, tout simplement. Je travaillais qu'avec ça, j'utilisais que ça, c'est-à-dire que avec Google, je tapais restaurant, mais je regardais s'il y avait des restaurants ou de l'alimentation, des choses comme ça, ou des stations-service. Donc je tapais ça et je voyais où elles étaient réparties, quoi. Et pareil pour l'hébergement. Sur Google, on va taper et je fonctionnais que comme ça. Donc c'était un peu, je dirais, au jour le jour, quoi. T'es parti avec quoi dans ton sac? Dans ça que j'avais un t-shirt de rechange, un short, 3 paires de chaussettes, parce que bon, ça c'est important, je changeais les chaussettes, même toutes les étapes, je changeais 2 fois de chaussettes quand même, hein. Ça D'accord. aussi, ça faisait partie aussi de mon rituel que j'avais. Mais c'est voilà, une trousse de toilette, petite trousse de secours, mais vraiment minime. Voilà, c'est tout ce que j'avais. En eau, c'était quoi? T'avais quoi? 1 litre? C'était combien que t'avais de réserve? Oui, 1 litre à peine. C'était suivant où je pouvais trouver des ravitaillements. Sur 40 kilomètres, j'avais pas du tout d'eau. Donc là, il fallait que je mette au moins 2 litres, 3 litres d'eau dans que je répartisse un peu partout. Ah, sur des gourdes, quoi. Ça devait être une crainte quand même, parce que quand tu te retrouves dans des endroits où les routes sont coupées et tout seul, tu pars juste t'arrêter 3 litres Ouais, d'eau. la crainte, oui, je l'avais un peu. Je regardais quand même s'il y avait d'autres solutions, parce que quand dans des zones désertiques, je voyais quand même qu'il y avait des locaux, des gens locaux qui habitaient même sur des maisons isolées très très loin, parce que c'est l'immensité. À quoi tu penses chaque jour pendant 40 kilomètres quand tu es sur la route? Oui, c'est la question qu'on me pose souvent, et pourtant, non, j'étais tellement concentré, j'avais mes journées qui étaient très chargées aussi, hein, parce que déjà, il me fallait voir mon roadbook que je faisais tous les matins. Sur un papier, je me marquais vite ou l'étape, nombre de kilomètres, et ce que je pouvais trouver. Je mettais un R pour restauration, H pour l'hébergement. Entre gérer ça, quand j'arrivais, déjà, j'avais déjà 8 à 12 heures d'activité par jour. Je faisais pas que de la course aussi, parce que je faisais un peu de tourisme. Bon, j'ai fait pas mal de photos, des choses comme ça. J'étais un touriste aussi, quoi. Et je rencontrais les gens aussi. Quand je prenais pas beaucoup dans des endroits qui étaient habités, je prenais pas beaucoup d'eau, puisque l'idée, c'était d'aller toquer aux portes et d'aller rencontrer les gens, voir comment ils vivaient, et c'était eux qui me donnaient de l'eau, parce que je me suis aperçu rapidement que j'avais un très bon accueil, quoi. J'ai été dès le départ, j'avais des Américains même qui venaient vers moi, quoi. Ils aimaient bien ce côté challenge, et quand ils me voyaient en short avec le drapeau américain sur le sac à dos et tout, ils venaient vers moi me dire où j'allais, qu'est-ce que je faisais. Je leur disais que je partais à Los Angeles avec mon minimum d'anglais, quoi, hein. Ils étaient toujours étonnés, quoi. Ça me fait penser, ton histoire à Forrest Gump. Je sais pas si tu as vu, la vidéo, l'image, quand il court à travers les États-Unis et il y a tout le monde qui le suit derrière. Je l'ai un peu vu, mais ça, oui, oui, oui. Et bah, c'est exactement ce que je m'imagine. Tu as eu des gens qui ont fait un bout de route avec toi ou pas? Non, à l'arrivée, oui, mais sur les 5 derniers kilomètres, mais sinon, pendant, non. Des fois, D'accord.
un convoi de bikers qui s'est arrêté. Et ça a été un moment, fait pendant 2 ou 3 fois, et ça a été des moments extraordinaires. Oui, c'était sympa. Oui. Qu'est-ce Parce qui s'est que passé? juste ils m'ont doublé, et puis le responsable du convoi m'a reconnu. Il savait que j'étais par là et il a vu, j'étais sur l'autre voie et il s'est arrêté un peu plus loin. Tous les motards se sont arrêtés et voilà, on a discuté pendant 1/2 heure, on faisait des selfies. Regarde qui c'est qu'on trouve sur la route. Je vois un mec qui marche sur la route, je me dis qu'est-ce qu'il fait là? Je me dis il n'y en a pas 15 000 qui traversent la route 66 à pied. Le gars, son délire, c'est de se taper la route 66 de Chicago à Los Angeles à pied. Avec pas que des câbles. Incroyable. Comment ça se passait, pour la communication sur Facebook? Tu dis que tu faisais des selfies, que voilà, il y avait des gens qui t'écrivaient. Comment tu as réussi à gérer cet aspect-là au sein de ton aventure? J'avais la complicité de Pierre, un local, Pierre, qui est mon fils. Il m'avait dit: «Tu m'envoies des photos, des commentaires», parce que moi j'avais pas le temps d'alimenter une page. Déjà, mon souci aussi, c'était de répondre aussi à tous les messages que j'avais, et donc Pierre se chargeait, lui, de faire les montages sur Facebook, et qui apparemment me plaisait énormément. Pour t'avoir suivi, il y a une anecdote, moi, qui m'a particulièrement impressionné. C'est quand tu as dormi dans un stade, si je me trompe pas? Disons qu'au départ, non, j'ai pas dormi sur le stade même, j'ai dormi à côté dans des buissons. J'ai attendu que quand je dormais à la Belle Étoile, j'attendais que la nuit tombe, pour pas que je sois, enfin, qu'on se doute de ce que je faisais, que j'allais dormir à la Belle Étoile. J'étais dans des buissons et dans la nuit, il s'est mis à pleuvoir. Il faisait très, très froid en plus. Et donc, il m'a fallu vite sortir du sac de couchage, et à tâtons, sans lampe, sans rien, je suis allé, je savais même pas où j'allais. J'ai vu un petit auvent, en briques, grillagé et tout, et là, j'étais à l'abri, et quand je me suis réveillé le matin, j'ai vu que c'était un stade de baseball, voilà. Et il y a eu d'autres endroits comme ça où tu as dormi, des lieux atypiques? Ah oui, 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 j'ai dormi, il y avait une station-service, donc là, j'étais allé voir la dame, et elle m'avait dit, que je pouvais dormir. Il y avait une aire de repos, donc il y avait des tables en béton, là, des tables en béton, et donc je pouvais dormir sous la table, quoi, me mettre à l'abri un peu. Et puis, bon, j'ai rien dit, et j'ai vu qu'il y avait un local désaffecté un peu plus loin, et j'ai dormi c'est un local désaffecté où il y avait de tout, des bidons, de tout. Je me suis fait un peu de place, et j'ai dormi là. Tu dormais à même le sol? Ah, même le son, oui, oui, puisque j'avais pas de matelas, j'avais rien, et bon, c'est pas confortable quand même. Je me réveillais très souvent dans la nuit, c'était pas de bon repos, quoi, hein. Ah ça, en plus de la course à pied, ça tu t'es rajouté des difficultés, hein? J'étais obligé, là, j'avais rien, il y avait pas d'hébergement, il y avait rien. Mais ça, je l'avais prévu, je savais que j'allais, encore, je me suis assez bien sorti, j'ai eu que 5 nuits à la Belle Étoile. Ce que j'allais te demander, combien ça représentait de nuits? Après là aussi, j'avais pas assez préparé ça, j'y avais pas pensé. J'ai entré en contact avec, l'administrateur du groupe, fan de la route 66. L'administrateur connaissait par cœur le circuit où j'allais passer à peu près, et il mettait des annonces en disant: «Là, tu vas être embêté, tu n'auras pas d'hébergement, on va essayer de voir si quelqu'un peut te proposer quelque chose», quoi. Pendant 2 fois, ça a marché. Il y a une dame qui m'a prêté sa caravane, et qui m'a amené, même la caravane, à des endroits où je devais être. C'était magnifique. Ah, c'est formidable. Ah oui, c'est une solidarité. Tous les accessoires que tu nous as amenés là, il y a aussi 2 paires de chaussures. Tu as utilisé combien de paires de chaussures? J'ai utilisé 5 paires de chaussures, hein. Alors pour les connaisseurs, en principe, il faut une paire de chaussures, ça tient entre 800 et 1000 kilomètres. Donc je savais déjà qu'il allait me falloir au moins 4 paires ou 5 paires. Tu sais combien de kilos tu as perdu durant ces 90 jours? Ah, là aussi, un autre paramètre que j'avais pris en compte, que j'avais anticipé, c'est un peu comme, les marchés en claquettes. J'avais anticipé de dire: il faut que je parte en surpoids. En surpoids, et ma hantise, c'était de maigrir, quoi. Parce que si je commençais à perdre du poids, ça veut dire qu'on commence à s'affaiblir. S'affaiblir sur 15 jours, c'est pas gênant. J'étais parti sur 3 mois, au moins 3 mois. Je suis parti en surpoids, donc ça veut dire que quelques mois avant, je me privais pas, et je suis parti avec 3 kilos de plus. Et là-bas, je me suis suralimenté quelque part. Chaque fois que je mangeais, je mangeais plus que ma faim, je dirais, et ça fait que j'ai perdu 0 kilo. Ah, c'est bien, c'est que tu as bien optimisé. Oui, voilà. C'est un peu l'expérience depuis que je fais du long, c'est des choses des petits paramètres qui font que tu réussis ton objectif. Et ton hydratation, comment tu l'as gérée? Là où c'était un peu plus compliqué, j'étais tout le temps très, très limite. Même des fois, j'ai frôlé, j'étais vraiment en manque d'eau, parce que j'ai eu jusqu'à la gorge sèche jusqu'à ici, quoi. Ah oui. Et ça, là, j'étais inquiet, et psychologiquement, je m'apercevais que
le soir, très souvent le soir, quand j'avais eu ces périodes un peu de grosse chaleur où j'avais souffert de l'eau, et le soir quand j'arrivais, j'achetais 4 ou 5 litres de boissons différentes, et même, j'en achetais de trop, ouais. Oui. Et psychologiquement, ça me rassurait, quoi. Bien sûr. J'avais eu l'angoisse dans la journée, j'avais été même, c'était très, très limite, quoi. Mmh. Et pour pallier à ça, le soir, je m'achetais et la nuit, je buvais, je me levais pour boire. Ouais, je comprends, ouais, pour essayer de compenser Ouais, un peu ouais, ces ouais. craintes, hein. Et si tu devais me donner tes 3 plus beaux souvenirs et tes 3 pires cauchemars, du périple? Oh, les beaux souvenirs, j'en ai plusieurs. Déjà, le plus beau, c'est cette dame qui me prête sa caravane et qui fait des kilomètres pour me l'amener à un autre endroit. Voilà, ça, c'est un très beau souvenir. Et enfin, c'est pas comme ici. Ici, quand on a fait 50 ou 100 kilomètres, on a fait beaucoup de kilomètres. Là-bas, c'est Mmh. tellement l'immensité. Des lignes droites aussi. Ça l'a pas gêné de faire 200 kilomètres pour m'amener une caravane, quoi. Je veux dire, un moyen d'hébergement. Et en plus, chaque fois, elle me ramenait parce que l'idée, elle était obligée de mettre la caravane dans des zones de camping-car, quoi. Donc, ça veut dire elle venait me rechercher pour me ramener au point de départ où elle m'avait prise. Ah non, c'était énorme, Formidable. énorme. Et dans les mauvais moments, qu'est-ce que j'ai? Non, j'ai de grosses peurs. J'avais trouvé un hébergement dans une zone désertique. Le copain Gilles Lazer, je m'avais dit, c'est un endroit magnifique, il te faut sortir et filmer le ciel, c'est magnifique. Je me dis, je vais sortir et je sors, mais de suite, la porte se referme, se reclaque. J'étais dehors, il allait faire très froid et j'étais là, mais le code, je lui dis, qu'est-ce que alors, j'ai commencé à paniquer, je me suis concentré, puis je m'étais souvenu du code, je suis arrivé à m'en rappeler parce que quelque part, j'avais enregistré que c'était 1657 et c'était presque ma date de naissance, mais en faisant -3 et -4. Oui. Ah, je sais pas comment j'avais retenu ça et alors j'ai réussi à rentrer, mais là, je suis plus ressorti après. Je comprends. Et autre chose, je suis parti sans lampe aussi, si tu veux, parce que là, c'était des périodes où, vers la fin, à 4h30, 5h, il faisait nuit. Mais où le matin, des fois, je suis parti à 4h du matin, Ah oui. à cause du soleil et tout ça. Mais je partais sans lampe. Je partais sans lampe, pourquoi? Parce que si tu veux, pour pas éveiller les chiens, d'une part, et puis pour pas éveiller aussi l'Américain qui est à 4h du matin, dans sa maison, s'il voit une lampe qui passe au bord de la route, il y a personne qui passe. Oui. Donc s'il voit une lampe, bon, déjà qu'ils sont armés, je voulais pas que ça étonnait les gens que de dire que je partais sans. Quand je partais à 4h du matin, je m'éclairais avec les phares des camions, surtout des camions, 4h du matin, des voitures. Et suivant la ligne blanche, Il y a eu des fois où tu aurais senti que tu avais besoin de la bombe lacrymo ou d'un oh couteau? oui, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai tout le temps souvent été agressé par des chiens, oui. Mais alors ça aussi, je l'avais un peu connu à la traversée des Pyrénées, parce que là, des patous, il y en a Eh oui. partout. Comment tu fais? Il faut pas subir, il faut aller vers le chien. Il faut aller vers le chien et l'agresser. Alors mon truc, c'est de crier aussi. Je crie énormément. Et le chien quoi, a peur, quoi. Et aux États-Unis, c'était pareil. Des fois, j'avais 2, 3, 4 chiens qui venaient vers moi, quoi. Et j'arrivais à les faire reculer. Une dame, pendant que j'allais sur Barceau, elle me rejoint sur la route. Je vois une voiture qui se gare, elle me rejoint. Donc, je me suis douté que elle m'avait reconnu ou que c'était quelqu'un qui me suivait. Elle est arrivée avec un ravitaillement. Et donc, comme je parle pas, et mon anglais avait évolué quand même, j'arrivais à communiquer un peu plus. Elle m'a amené un ravitaillement où il y avait de tout, des bonbons, de tout, enfin, et de manger à boire. Et donc, j'ai fait des selfies avec elle et tout, en montrant le truc. Puis, elle est repartie. Et elle avait fait 20 kilomètres pour me rejoindre, pour m'amener ça. Et de là, donc, je n'ai même pas regardé. Et puis, à un moment donné, je regarde le sac. Et puis, elle avait glissé un billet de $20 dans la poche encore, de plus, quoi. Et ça, c'était un premier truc. La dame quelques jours avant, m'avait invité, elle m'avait dit, si vous passez, enfin, vous allez passer sur la route 66, passer devant chez elle, son bar, son pub. Elle me dit, si vous passez, vous vous arrêtez, je serais heureux de vous recevoir, quoi. Et donc, avec Olivier, j'ai dit, Olivier, aujourd'hui, à midi, on va aller chez cette dame, quoi. Et on va aller la rencontrer. Et quand on arrive là,
Et ben, c'était 2 dames, il y avait deux dames qui, bon, mais la patronne qui me reçoit, donc à boire, enfin, c'était très sympathique et tout. Elle voulait nous inviter à dormir et tout, mais c'est un bar qui finissait, qui fermait à 2 heures du matin. Donc, bon, on n'allait pas dormir là-bas. Moi, il me fallait repartir à la Réunion. Et puis, une autre dame qui vient me voir et qui m'explique qu'elle voulait me couper les cheveux. Ben, je dis non, parce que je pensais qu'il fallait que j'aille à son salon de coiffure et tout. Et j'ai dit non, voilà. Tu vois, elle avait une mallette et tout. Elle dit non, elle voulait me couper les cheveux dans le bar. Tu as accepté? Ah bah oui, j'ai accepté, ça faisait un mauvais demi que je ne laissais pas me couper les cheveux. Et bah, je dis oui, on y va. Et elle m'a coupé les cheveux dans le bar, ouais, voilà. C'est bien d'avoir été encouragé à... Ah oui, c'était moi ah ouais, mais j'ai vécu des moments, des gens qui étaient c'est motivant quand c'était. Ah, moi j'ai adoré les Américains, bon, que pour ça, quand c'était. Souvent ils me donnaient j'ai eu au moins une douzaine, une quinzaine de personnes qui m'ont donné des billets mais $20 ils me donnaient comme ça. Ah, c'est gentil. N'empêche. Ouais, ils n'arrivaient pas à me le ravitaillement, mais ils arrivaient avec $20, ils me donnaient. Et le dernier jour alors, l'arrivée, comment ça s'est passé? L'arrivée, l'avant-dernier et le dernier jour, le dernier jour, c'était, je dirais, bon, je l'avais un peu planifié, puisque, bon, depuis le début, j'étais suivi par le consulat français aux États-Unis, à Los Angeles. Ils avaient communiqué autour de ça et ils auraient aimé essayer de calquer quelque chose. Donc, je leur ai dit, je vous propose que j'arrive à midi à Santa Monica, à midi. Donc, à partir de là, ils ont contacté des Français et tout pour qu'ils soient présents à ce moment-là. Mais c'était très, très cool. Voilà, c'était 25 km. J'avais fait 25 km et l'adjoint au consul s'était même proposé de m'accompagner sur les derniers kilomètres. Donc, après, c'était magnifique. Au-delà de ça, rien que toucher le panneau Santa Monica, c'était magnifique. Hein. La satisfaction que ça doit être. Ah oui, parce que si dans ma motivation aussi, c'était un peu ça. Je voyais ce panneau et voilà, il me fallait le toucher et j'ai gardé ça pendant 3 mois dans ma tête. Et voilà, finalement, arrivé. Arrivé à Poser Santa la main. Ah ouais, poser la main sur le panneau, c'était magnifique. Ouais. Et t'es resté quelques jours après sur place ou t'es rentré de suite en France? Juste 2-3 jours, oui. Parce qu'il y avait mon fils qui m'avait rejoint, Olivier, avec son neveu, Vincent. C'était le lundi, il voulait nous recevoir le lundi, voilà, pour un petit verre de l'amitié. De retour après en France, à Saverdun, ça a été une ovation, non? Oui, là aussi, ça a été. Mais déjà, à l'aéroport, il y avait déjà du monde. Et puis, bon, je me suis dit, après, à Saverdun, je savais qu'il y avait une réception. Donc, bon, je m'attendais à avoir qu'il y ait du monde, mes proches et tout ça. Et puis, j'arrive devant la mairie, à Saverdun. Bon, je vois du monde. Bon, je trouve ça. Voilà. Puis, non, il me fallait aller à la salle des fêtes. Et sur plus de 100-200 mètres, il y avait une foule énorme qui avait barré la rue, la route barrée. C'était énorme. Alors là, j'ai été drôlement impressionné. Oui. J'en ai encore un peu les larmes aux yeux. Et oui, l'émotion. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Pour l'avenir, Laurent, de garder déjà cette forme physique que j'ai, cette motivation, quand même, tout simplement. Quoi. Moi, j'ai reçu énormément sur ce voyage. J'ai reçu énormément. J'ai pas l'habitude de recevoir autant et j'ai envie de renvoyer maintenant, et pareil, de donner envie aux gens, de dire, ben voilà, il faut tout le temps y croire, tout le temps s'accrocher. Merci. Et à qui aussi, merci beaucoup. Merci beaucoup.